Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. La commune de Bétancourt et son église Sainte-Marie de Bétancourt, ancienne cathédrale des Canaries, se situe sur l'île de Fuerteventura, dans cet archipel espagnol. Mais qui connaît l'expédition française de Jean de Béthencourt conquérant une partie de l'archipel au début du XVe siècle? Pourtant, le 1er mai 1402, depuis La Rochelle, ce seigneur normand fait voile vers l'océan Atlantique pour coloniser et christianiser les Canaries, comme pour en exploiter ses richesses naturelles, notamment l'orseille. Depuis la haute antiquité, s'extrait une substance colorante. Or, la seigneurie de Jean de Béthencourt à Grainville-la-Teinturière, dans le pays de Caux, possède des teinturiers, tisserands et foulons. Cette industrie normande a de gros besoins en produits tinctoriaux. Pour offrir une pigmentation rouge, elle utilise la garance poussant dans le sud de la France ou une graine importée d'Andalousie. Mais l'une ou l'autre coûte très cher. À cette époque, l'Espagne et le Portugal se disputent les Canaries. Mais les deux royaumes ne les ont jamais conquises. Dans cette aventure, Jean de Béthencourt s'allie à un chevalier poitevin, Gadifert de la Salle. Mais leur démarche n'étant rien poussée par la volonté coloniale du royaume de France pour atteindre les Canaries, à moins de 100 km des côtes du Sahara, dans l'Atlantique. La guerre de 100 ans s'éternise entre leur pays et l'Angleterre. Leur souverain Charles VI est dit le fol par l'histoire de France. Jean de Béthencourt part vers la fin du monde connu à son époque. Certes, il détient des connaissances en navigation comme pirate dans la Manche. Une chronique signale aussi sa participation à une croisade contre les barbaresques en Méditerranée, ce qui lui permit de caboter dans les ports jusqu'à la Tunisie. Mais pour atteindre les Canaries, le seigneur normand doit naviguer dans l'Atlantique sur la longue façade maritime du royaume de France, longer les côtes de l'Espagne puis celles du Portugal, dépasser la péninsule ibérique par le cap de la Roca. Ensuite, c'est l'aventure en piquant beaucoup plus bas, vers le continent africain. Des navigateurs de l'Antiquité ont reconnu les Canaries. Les nuages formés par la différence de température entre l'eau et la terre, au-dessus de l'archipel, leur ont indiqué sa présence. Mais la mythologie gréco-romaine freina bien des audaces. Des prêtres proclamaient que c'était l'emplacement des Champs-Élysées dans lesquels uniquement héros et vertueux reposaient, avec l'interdiction absolue que les vivants ne souillent ce sanctuaire, sous peine de la colère des dieux. En plus de cette légende qui terrorise nombre de marins, Jean de Béthencourt ne connaît des Canaries que leurs dessins sur des cartes marines et des informations glanées ici ou là lors de sa vie aventureuse. C'est-à-dire qu'il sait seulement qu'il rencontrerait 7 îles principales, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, Grande Canarie, Tenerife, El Hierro et La Palma, avec 6 îlots, Alengrasa, Graciosa, Montaña Clara, Roque del Este et Roque del Oeste et Los Lobos, s'étendant sur plus de 500 km d'est en ouest. Le Roque del Este se dénomme aussi celui de l'enfer, des navigateurs prétendent que c'est un cap à ne jamais franchir. Après lui, c'est le monde inconnu. D'ailleurs, le géographe et explorateur Al-Idrissi, dans son ouvrage Pour celui qui désire parcourir le monde, écrit qu'après le roc de l'enfer, dans cette mer, il existe une île d'une vaste étendue couverte d'épaisses ténèbres. On l'appelle l'île aux moutons. Mais la chair de ces animaux est amère, à tel point qu'il est impossible d'en manger. Cependant, il signale les îles de Lanzarote ou de Fuerteventura, qu'un petit bras de mer sépare de l'Afrique, et qu'on aperçoit depuis ce continent par temps clair. Mais les écrits d'Al-Idrissi ne sont qu'un vague récit sur la connaissance de l'archipel des Canaries. Mais Jean de Béthencourt est un aventurier dans l'âme en mettant le cap sur les îles canariennes. Il emporte des cartes marines qui situent à 13 le nombre de terres. Il a collationné des renseignements glanés dans les ports au cours de sa vie aventureuse, dont ceux de marins ibériques stationnés dans le port d'Harfleur, en sa Normandie natale proche de sa seigneurie en pays de Caux. Chrétien lettré, il a eu certainement connaissance de la description des Canaries par Isidore, évêque né à Séville. Elle se trouve dans la Grande Mer, du côté de la main gauche, près de la limite de l'Occident mais sans s'éloigner beaucoup en mer. Le religieux décrit dans son 15e livre des îles fortunées. Les arbres gorgés de fruits poussent d'au moins 150 pieds. Même sur les montagnes, les arbres ne sont jamais dégarnis de fruits. Une île se dénomme celle de Capria, les chèvres y pèsent à volonté. Cette terre regorge de lait de miel.
D'autres descriptions mirifiques des Canaries se poursuivent dans l'ouvrage du religieux espagnol. De quoi émerveiller un chevalier français en désir de conquête. Et puis, ces terres païennes ne sont-elles pas à évangéliser ? Certes, le Moyen-Âge ignore que l'archipel est constitué par des volcans surgis de la mer, que certains s'activent encore et le plus haut, le pic de Tédé sur Tenerife, culmine à 3718 mètres. Ce que des navigateurs pour le compte de la Castille ont pris pour une puissance surnaturelle et maléfique, dont ils ne s'approchèrent pas. Mais pour le seigneur normand, son désir de gloire et sa soif d'aventure pour acquérir des richesses l'emportent sur tout. L'entreprise du Normand Jean de Béthencourt, secondé par le Poitevin Gadifert de la Salle, constitue le point de départ de la conquête des Canaries. Toutes les tentatives avant eux n'ont été que de simples reconnaissances, parfois accidentelles, car jetées sur les côtes par la tempête. Les Canaries, les Açores, Madère et le Cap-Vert appartiennent à la Macaronésie, désignant ces archipels issus de l'océan au gré de plusieurs éruptions volcaniques. Ils s'étendent au large de l'Afrique entre la dorsale médio-atlantique et le sud de l'Europe. L'archipel canarien s'approche le plus du Sahara occidental. Fuerteventura, l'une des îles de l'archipel, se situe à moins de 100 km du continent africain. Jean de Béthencourt. Avant-propos. Conquérir l'archipel canarien répond à plusieurs réalités dans son existence. Et la christianisation des Canaries n'est pas la principale, même si le pape Benoît XIII, à Avignon, accorde le salut éternel à ceux qui mettraient dans le giron de la chrétienté des îles dont les peuples sont païens. En quittant son pays de Caux, Jean IV de Béthencourt songe plus sérieusement à déserter la Normandie ravagée par la guerre de Cent Ans et les grandes compagnies. Son château de Grainville-la-Teinturière avait été ravi en 1359 par Charles de Navarre, comte d'Évreux, allié des Anglais. La complicité d'Isabeau de Saint-Martin-le-Gaillard, sa grand-mère paternelle, avait été flagrante. Dès lors, son époux, Jean II de Béthencourt, avait été pendu par ordre de Jean II, roi de France, qui avait repris la forteresse. Et les murailles du château avaient été démolies. En voguant vers les Canaries, son petit-fils entrevoit aussi de nouveaux horizons commerciaux. En pays de Caux, il affronte la mauvaise réalité économique des manufactures de draps et de toile, résultant de la guerre, des famines et des épidémies de peste. Il escompte introduire le commerce de l'orseille dans son fief de Grainville-la-Teinturière. Cette plante tinctoriale canarienne est moins onéreuse que d'autres plantes européennes pour teindre en rouge sa production de textiles. De plus, en ces terres dont il se sacrerait roi, il mettrait une distance certaine avec ses nombreux créanciers. Avant son départ pour les Canaries, il se trouve en procès avec son épouse, Jeanne Dufayel, au sujet de sa dot. Et pour avoir bousculé un avocat au Parlement de Rouen, il lui est redevable de lourdes indemnités. Enfin, il est accusé en 1401 de piraterie, lors d'une trêve entre la France et l'Angleterre, au détriment d'un navire anglais. Origine du nom et du fief familial. Béthencourt est un nom d'origine germanique. Bétho ou Bétho est un nom d'homme, Cortis ou Curtis désigne un domaine rural. Les archives de Seine-Maritime signalent un Béthencourt en 1043, seigneur du Boscasselin. Un Béthencourt serait inhumé dans l'église de l'abbaye de Saint-Martin et Saint-Vulgain, à Sigy-en-Bray. Un Béthencourt aurait accompagné Guillaume de Normandie lors de sa conquête de l'Angleterre en 1066. En 1206, apparaît dans un écrit Guillaume de Béthencourt comme témoin lors d'une vente dévolue à Hugues, curé de Sigy. Un Philippe de Béthencourt naît vers 1270. Il est chevalier, seigneur de Béthencourt et de Saint-Vincent de Rouvray. Il détient un fief de Aubert. C'est une particularité de la chevalerie en Normandie. Les Béthencourt servent l'ost du baron de Cleville, à cheval, avec épée, Aubert et cotte de maille. Le fief de Aubert tombe obligatoirement dans l'héritage du fils aîné, à son cadet si le premier est mieux pourvu d'une manière ou d'une autre. Le fief de Aubert des Béthencourt est de basse justice. Un juge prononce toute sentence contre les viols des privilèges seigneuriaux. Au fil des siècles, les Béthencourt acquièrent des fiefs, le Boscasselin et la Ferté-Saint-Sanson dans la vicomté de Neufchâtel-en-Bray. Ils ont droit de patronage sur l'église du Boscasselin. Ils nomment ainsi le desservant de la paroisse et perçoivent des redevances qu'ils partagent avec le curé. Offrandes des fidèles, fauchés des prêts,
part sur les animaux et sur la dîme. En contrepartie, les Bettencourt protègent l'Église et l'entretiennent. Mais les revenus issus de ce privilège sont en général supérieurs aux charges incombant à un seigneur, d'autant plus que ce dernier peut les négliger sans poursuite aucune ou alors après de très longs procès. Les Bettencourt possèdent également la seigneurie de Grainville-la-Teinturière, avec basse et moyenne justice. La moyenne justice possède une prison et un pilori, et juge les affaires entre paysans. Seule la haute justice peut condamner à la peine capitale. En pays de Caux, Grainville-la-Teinturière est un fief de Aubert dont le suzerain est le vicomte de Longueville. Pour leurs services rendus, les Bettencourt obtiennent le droit de patronage sur 4 églises érigées sur leur propriété foncière, celles de Beauville, de Motteville, de Saint-Jovin et de Vendreville. Les Bettencourt sont devenus barons de Saint-Martin-le-Gaillard, dans le comté de. Repère généalogique. Jean de Bettencourt est un seigneur normand. Son fief principal n'est plus le château familial en pays de Bray, mais la seigneurie de Grainville-la-Teinturière en pays de Caux. Le duché de Normandie comprend de nombreuses baronnies. Certains de leurs titulaires, dont Jean de Bettencourt, siègent à l'échiquier de Normandie. Depuis une ordonnance royale de 1302, ce parlement de justice est à Rouen. Jean de Bettencourt est également seigneur de Riville, d'Ucleux et de 2 fiefs à Gourelle en pays de Caux, dans le comté de. Il détient les fiefs du Grand Quesnay, de Saint-Cerf-sous-Neufchâtel et de Lincourt en pays de Bray. L'histoire le dénomme Jean IV, son arrière-grand-père, son grand-père et son père se prénomment pareillement. Il a hérité son titre de baron et ses seigneuries par les mariages de ses ancêtres. Son arrière-arrière-grand-père se prénomme Regnault, seigneur du Boscasselin et de Bettencourt. Son fils aîné, Jean Ier de Bettencourt, se marie avec Nicole de Grainville, unique héritière de son père. Il devient de ce fait seigneur de Bettencourt et de Grainville. Ce fief se situe à 10 km de la côte d'Albâtre, en pays de Caux. C'est en 1283 que la mention Tinctuaria, la teinturière, apparaît pour la première fois, allusion à une manufacture de teintes des laines et étoffes sur les bords de la Durdan. Les brasseries de Grainville ont aussi une certaine réputation puisqu'en 1364, sa bière se vend en bordure de la Manche. C'est à Grainville-la-Teinturière que naît en 1362 Jean IV de Bettencourt, dans le château seigneurial. Son grand-père, Jean II de Bettencourt, en épousant Isabeau de Saint-Martin-le-Gaillard devient baron. Son fils aîné, Jean III de Bettencourt, épouse Marie de Braquemont. De leur union, viennent au monde Jean IV de Bettencourt et son frère cadet Regnault, dénommé Morellet. Le 30 janvier 1392, à 30 ans, Jean IV de Bettencourt épouse à Paris Jeanne du Fayel, de 12 ans sa cadette, dont il n'aurait aucun enfant. Ce mariage et le festin se tiennent dans l'hôtel de Louis Ier, duc d'Orléans. Jean de Bettencourt est l'un de ses fidèles chevaliers. Dès lors, Louis d'Orléans, fils cadet du défunt Charles V et frère unique du roi Charles VI, est présent à son mariage. La chronique décrit le luxe de la fête et le pourpoint du duc en drap de Damas paré d'orfèvrerie. Elle révèle les hanapes et les aiguières offerts par le duc d'Orléans aux seigneurs normands. Orphelin très tôt. Le père du seigneur normand, Jean III, succombe à la bataille de Cocherel, le 16 mai 1364, victoire française contre Charles de Navarre allié aux Anglais. Son fils, devenu Jean IV, âgé de 2 ans, est élevé par sa mère qui lui apprend à lire et à écrire. Il échappe à la peste noire qui ravage la Normandie. Comme il sied à un jeune noble, dès sa 7e année, Jean IV de Bettencourt débute sa formation militaire, montée à cheval, maniement des armes, épreuves physiques pour devenir chevalier. À 12 ans selon la coutume, il quitte Grainville-la-Teinturière pour servir de page à un seigneur de sa parenté. Il l'aide à s'habiller ou à revêtir son équipement de bataille, le sert à table, veille à l'entretien de ses armes, s'occupe de ses chevaux, porte ses messages. Dans sa 15e année, Jean de Bettencourt devient écuyer du duc d'Orléans. Il l'accompagne sur les champs de bataille. Vers 18 ans, il est adoubé chevalier et devient son chambellan. Par sa mère, le futur conquérant des Canaries est parent de Robert de Braquemont. Celui-ci est successivement chef de la garde pontificale de Benoît XIII, ambassadeur de France auprès d'Henri III de Castille, amiral de France avant de finir amiral d'Espagne.
Cette parenté ouvre à Jean de Béthencourt bien des portes au sein de la cour de France et dans son entreprise de conquête auprès de la couronne de Castille. Un guerrier. Jean IV de Béthencourt sert ensuite sous les armes de Louis II, duc de Bourbon. En 1390, il s'engage sous ses ordres au sein de la croisade dite de Barbarie soldée par la République de Gênes. Cette croisade intervient le 1er juillet, lors d'une trêve entre la France et l'Angleterre et en plein grand schisme d'Occident au sein de la papauté avec un pape à Rome et un autre à Avignon. Particularité de cette croisade, les deux papes la bénissent et un petit contingent de chevaliers anglais y participe aux côtés de 1500 Français. Lors de cette croisade, Jean de Béthencourt côtoie le chevalier Poitevin Gadifert de la Salle qui deviendra son lieutenant pour conquérir les Canaries. En fait de croisade, c'est une attaque contre la piraterie barbaresque établie sur la presqu'île de Mahdia en Tunisie qui met à mal le commerce des Génois en Méditerranée. Gendarmes et chevaliers espèrent y trouver leur compte en butin et en rapt d'esclaves. Or mal préparée, la croisade échoue. Ses chefs ont voulu en tirer profit rapidement. Les soldats ne savent pas utiliser les machines de guerre et la chevalerie se décime dès le premier assaut contre la forteresse. Au bout de 2 mois de siège, Gênes renonce à dilapider son argent. Le siège est levé et les croisés reprennent la mer. Une trêve de 10 ans avec Tunis a été négociée. Pour cette croisade, le 18 avril 1390, le duc d'Orléans avait accordé à son chambellan Jean de Béthencourt une somme d'argent pour défrayer ses dépenses, dans son voyage en Barbérie. Au retour, Louis II de Bourbon et sa flotte pillent Cagliari en Sardaigne. Ils dévastent une terre chrétienne, bien loin de l'esprit d'une croisade contre l'islam, fureur du roi d'Aragon, souverain de cette île et allié du roi de France. La chevalerie française retrouve son pays en septembre 1390. Chambellan du roi. Jean de Béthencourt est fort du soutien du duc de Bourbon et de celui d'Orléans. Il est aussi le gendre de Guillaume du Fayel, chambellan du duc d'Orléans. Après l'accès de démence du roi Charles VI en forêt du Mans, en 1392, le duc d'Orléans est nommé régent en cas de décès du roi. Un chambellan est un gentilhomme au plus près du roi ou d'un prince. Cela offre la possibilité d'une accession sociale et de privilèges. Jean de Béthencourt devient chambellan de Charles VI. Le seigneur normand va tirer avantage de cette promotion. Il obtient du roi de relever les défenses de son château de Grainville-la-Teinturière. Il plaide la protection des habitants de sa seigneurie contre les Anglais. Le bailli du pays de Caux dénonce cette faveur, signalant que depuis sa place forte, Jean de Béthencourt ne rendrait de compte à personne. Effectivement, ce dernier fait saisir, hors de ses limites seigneuriales, 2 clercs coupables d'avoir violé son droit de chasse. Il les expose sur un pilori entre 2 lapins pendus par le cou. Indignation de l'archevêque de Rouen qui seul doit connaître et punir les délits des ecclésiastiques sur son diocèse. Il s'en émeut auprès de Charles VI et le roi ordonne une enquête. Sans suite pour Jean de Béthencourt, Charles VI étant devenu fou. Après sa crise de démence en 1392, Charles VI alterne périodes de surexcitation ou de prostration, avec de rares instants de lucidité avant de sombrer dans la folie. Pirate. Par le port d'Harfleur, Jean de Béthencourt arme des navires marchands pour son négoce de textile. Il en solde aussi pour être corsaire du roi, lorsque rebondit la guerre de Cent Ans. Un corsaire passe facilement pirate durant les trêves qui émaillent cette interminable guerre. Le seigneur normand s'adonne à des actes de piraterie dans la Manche. C'est ce qui résulte des instructions de la France à ses plénipotentiaires qui négocient une paix avec l'Angleterre, en juillet 1402. Si les Anglais demandent réparation des attentats faits à la mer par Jean de Béthencourt, répondre que celui-ci a vendu tous ses biens pour conquérir les Canaries et nul ne sait ce qu'il est devenu. Le 3 août 1401, à la conférence de Lelinghem, les Anglais avaient nommément accusé le sire de Béthencourt d'avoir pillé un navire anglais, notamment 70 tonneaux de vin de Guyenne, au large d'Harfleur. Cet acte de piraterie n'est pas le seul perpétré par Jean de Béthencourt. Plusieurs sources affirment qu'il exerça le métier de pirate de 1395 à 1401. Mais pirate ou corsaire français dans la Manche, la limite est fragile au XIVe et XVe siècle, la lettre royale de marque ou de course n'existe pas. Dès lors, sans patente du roi,
Comment juger qu'un capitaine agit en tant que corsaire ou pirate? La piraterie a énormément attaqué le commerce dans la Manche. Cette mer étroite est le passage obligé du négoce vers la mer du Nord ou descendant vers l'Atlantique. On ne peut l'éviter, sauf au risque de s'engager dans un long détour par le nord de l'Écosse. L'Orseille. En pays de Caux, Jean de Béthencourt est également seigneur de tisserands et de manufactures teintant tissu et laine qui sortent de leur travail. Le seigneur normand possède aussi des moulins à foulons qui battent le textile à tisser. Son industrie teinturière remonte au XIIIe siècle. En effet, dès 1283, le terme tincturia, la teinturière, s'ajoute au nom de la seigneurie. Au milieu du XIVe siècle, l'industrie drapière de Montivilliers est florissante et renommée. Cette cité est voisine de Grainville-la-Teinturière. Depuis le port d'Harfleur, se pratique l'exportation sur les marchés ibériques et italiens. Cette prospérité se déverse vers le royaume de France. La guerre de Cent Ans terminée, en 1499, une ordonnance royale vante toujours « La bonté des draps fins de notre pays et duché de Normandie qui est plus cher et de grand prix que nul autre ». Depuis l'Antiquité, autour de la Méditerranée, la couleur pourpre ou rouge est la plus réputée. Elle symbolise le pouvoir et la puissance. Sur les vitraux médiévaux, les rois mages sont revêtus d'un manteau rouge et l'Église fait porter cette couleur à ses cardinaux. Pour les teinturiers du Moyen Âge, le rouge est la couleur la mieux maîtrisée. À cette époque, la couleur rouge reste le symbole du luxe et du rang social. La manufacture de Jean de Béthencourt utilise d'autres couleurs pour sa production. Mais elle semble privilégier de la teindre en rouge. Pour cela, elle fait venir de la Garance de Provence, des graines d'Andalousie ou celles des chardons poussant sur les rivages de la Méditerranée. Mais ceci s'avère fort cher dans le voyage jusqu'en Normandie. Dans le duché existent des plantations d'orseille. Mais elles ne se cantonnent qu'autour de Saint-Lô pour les teintureries locales. Jean de Béthencourt est informé que des îles canariennes sont dénommées depuis l'Antiquité, de pourpre, par la substance colorante extraite du lichen dit à Orseille. Le manuscrit dit le Canarien décrit à plusieurs reprises l'avantage que peut se procurer le seigneur normand avec l'Orseille. D'ailleurs, Lanzarote et Fuerteventura colonisés, Jean de Béthencourt s'arroge le privilège de la faire extraire et de la vendre. Néanmoins, dès le XVIe siècle, l'Orseille est remplacée par une cochenille expédiée par les galions espagnols venant d'Amérique. Pourtant Diderot, dans l'encyclopédie où le dictionnaire résonne des arts, des sciences et de métiers édité au XVIIIe siècle, décrit ainsi l'orseille. L'orseille est une pâte molle, d'un rouge foncé qui étant simplement délayée dans l'eau chaude, fournit un grand nombre de nuances. L'une se fabrique en Auvergne. Elle est la moins belle et se nomme orseille de terre. L'autre qui est la plus belle se tire des îles Canaries ou de celle du Cap-Vert. On la nomme orseille d'herbe. Elle est préférable à celle d'Auvergne en ce qu'elle donne tant sur la laine que sur la soie, une couleur beaucoup plus belle et plus vive, résiste mieux aux épreuves du débouilli, contient plus de matière colorante et foisonne davantage. La Normandie au XIVe siècle. Repères historiques. Jean de Béthencourt quitte ce territoire géographique et culturel du nord-ouest de la France qui borde la Manche. Guillaume le Conquérant fut duc de Normandie avant d'être roi d'Angleterre. Il est né à Falaise en 1027 ou 1028 et meurt à Rouen en 1087. En 1199, son héritier, l'Anglais Jean Santerre se fait couronner duc de Normandie à Rouen tout en prêtant serment de vassalité au roi de France. S'ensuit alors une série de trêves et de batailles entre les deux royaumes. Des seigneurs normands appartiennent à un camp ou à l'autre au gré des territoires conquis ou perdus par l'un ou l'autre. Certains sont propriétaires des deux côtés de la Manche, et la fidélité à un souverain n'opère plus si s'impliquent des pertes économiques. Le 24 juin 1204, les troupes de Philippe Auguste pénètrent dans Rouen après avoir vaincu la résistance des habitants. La Normandie est incorporée au domaine royal français. Elle va jouer un rôle important durant la guerre de Cent Ans, 1337 à 1453, l'Angleterre considérant qu'elle lui appartient. Les grandes compagnies. Si le pays de Caux connaît une trêve des combats à la fin du XIVe siècle, les chevauchées des grandes compagnies y sont fréquentes. Après une trêve, ces bandes de mercenaires sans employeurs et donc sans solde pillent villages et champs. À l'intérieur de leur château, la noblesse est relativement épargnée.
Mais les paysans ne sont jamais préservés, réfugiés dans une église au nom du droit d'asile. Ces exactions sont fomentées en grande partie par les Anglais. Or des Français ne sont pas en reste pour diriger des grandes compagnies. Par exemple, Archambault de Grailly occupe les forteresses de Conchamnouche et de Breteuil-Suiton, dans l'Eure, ravageant tous les alentours. En 1368, la grande compagnie de l'anglais Robert Cercot, forte de 500 glaives et 300 archers, prend la paroisse de Blangy-sur-Brel et pille les alentours dans le comté de Jean de Béthencourt est baron de Saint-Martin-le-Gaillard dans ce même comté. La cartographie des ravages des grandes compagnies en Haute-Normandie montre que peu d'endroits ont été préservés. Et pour lutter contre, le royaume de France lève de nouveaux impôts pour financer de petites armées constamment sur le pied de guerre. Dans la pyramide féodale, cette taxation extraordinaire ne frappe que la paysannerie. Elle perdure jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, en 1453. Curiosité de l'histoire, le 13 août 1445, Henri VI d'Angleterre, se proclamant roi de France, accorde aux États généraux de Normandie 30 000 livres tournois pour débarrasser le duché des bandes d'aventuriers qui l'exploitent en vivant sur le pays et en y commettant des désordres. Cette insécurité permanente dépeuple les campagnes dont les gens s'enfuient quand ils ne sont pas décimés. En 1399, cette chute démographique entraîne souvent de ne pouvoir faire les moissons faute de main-d'œuvre. Des paroisses désertées ne sont plus imposées, dont celle de Fréquienne en pays de Caux, peuplée de 5 ou 6 femmes, et le curé Jean Gire n'y réside plus depuis 1 an. Épidémie. La lèpre, importée d'Orient par le retour des croisades, réputée incurable à cette époque, sévit jusqu'en 1430. Elle avait débuté en Normandie, au milieu de l'année 1348. Cette année-là, la peste noire gagne toute l'Europe en 3 ou 4 ans. Elle survient en Normandie plus lentement par les terres, plus rapidement par les ports qui négocient avec des navires infectés. La peste s'imprime par cycles réguliers de 9 à 11 mois. Celle de 1361 est hautement mortelle en Normandie, entraînant une mortalité exceptionnelle et la famine par manque de bras pour travailler la terre. Famine. Dans la deuxième moitié du XIVe siècle, elles se succèdent en Normandie. Disparues depuis le XIIe siècle, elles réapparaissent. Selon les chroniques de Normandie, avec la famine de 1361, la peste de 1362 et les chevauchées des grandes compagnies, le pays de Caux est exsangue, presque inhabité. Ces gens fuient par terre et par mer, comme en péril de feu. Une série de catastrophes climatiques accélère les effets de la grande faim. Avril 1362, les gelées tardives détruisent noyers et vignobles. L'hiver 1363 à 1364 se prolonge jusqu'au cœur du printemps et la peste revient par-dessus. En 1373 et 1375, nouvelle poussée de peste. Au printemps 1399, la Seine et ses affluents inondent les champs. La démographie s'est effondrée à l'orée du XVe siècle. Des villages normands ont perdu jusqu'aux 3/4 de leurs habitants. L'activité économique en est considérablement ralentie. Et des Anglais razzient les campagnes au début de ce siècle. Faute de main-d'œuvre et de sécurité, les manufactures de Jean de Béthencourt et leur commercialisation sur terre et sur mer ne fonctionnent pas à plein régime. Le port d'Harfleur. Par ce port, Jean de Béthencourt, au printemps de l'année 1402, quitte la Normandie pour en conquérir les Canaries. Il fait voile pour La Rochelle dans l'Atlantique. Le Havre n'existant pas, Harfleur est le port principal de Normandie. Il est dénommé souverain port de Normandie et clé du royaume de France. Depuis l'estuaire de la Seine, avant-port de Rouen, il contrôle l'accès à Paris par le fleuve. Par Harfleur, transite le négoce portugais et espagnol, ainsi que les productions du Midi ou d'Angleterre lorsqu'intervient une trêve durant la guerre de Cent Ans. Harfleur accueille aussi le commerce maritime de Gênes qui contourne la péninsule ibérique pour venir vendre ses productions dans la Manche et la mer du Nord. Depuis le Clos des Galets, construit au sud de la ville en 1391, les navires de guerre naviguent sur la Manche. Les rois de France ont évoqué plusieurs fois Harfleur pour envahir l'Angleterre. Tous ont échoué, sauf pour piller des villes côtières anglaises et les îles anglo-normandes. De leur côté, en 1369, les Anglais ne réussissent pas plus à s'emparer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.